D'ailleurs, vous avez suivi la déclaration du président français qui déclare, d'ailleurs, il ose dire d'ailleurs au chef de l'État africain de lui dire concrètement les relations qu'ils doivent avoir avec la France, qu'ils le disent clairement. Président Badakani, votre réaction? Bon, ce sont des débats, toujours des débats qui sont frustrants. Parce que c'est comme si la France se moquait de nous. Oui. Je n'ai pas vu de parler de ce monsieur que vous avez présenté là, M. Macron. C'est un vaurien et puis il ne faut pas discuter avec un type comme ça. Nous savons que nos ennemis, ce sont les Rothschild, ce sont ces patrons. Ces patrons de M. Macron, là, les patrons, ceux qui l'ont placé, voilà nos ennemis. Ce n'est pas un enfant comme ça qui ne sait même pas qui il est lui-même, qui va venir nous faire discuter, fondamentalement. Donc, on nous piège, c'est-à-dire il y a un piège là. M. Macron fait exprès d'abord. Il fait exprès de soulever un faux problème, dont il est lui-même conscient que c'est un faux problème. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que les Africains qui ont ce type d'attitude, c'est-à-dire que des criminels, c'est-à-dire il faut trouver un autre mot, des criminels comme les Français, et en particulier l'État français, ont fait ce qu'ils ont fait en Afrique, et font ce qu'ils ont fait en Afrique, et un président parle comme ça. Et les Africains viennent lui répondre. C'est-à-dire à la manière dont fait le professeur Koulibaly là. C'est-à-dire on vient lui répondre, on dit qu'on vient justifier. On vient justifier que non, vraiment, nous ne sommes pas actifs français, un machin comme ça. Il n'y a qu'en Afrique, parce que dans un autre monde, il n'y aurait pas ce débat. Il y a longtemps que les Français seraient partis en Afrique, parce qu'on les pourchasserait partout dans le continent. C'est-à-dire, on serait en train de les pourchasser, il n'y aurait plus aucun Français. Donc, c'est pour ça que M. Macron peut parler comme ça. Parce qu'ils ont très bien compris que l'Africain est un type d'homme particulier. C'est-à-dire qu'il a un rapport à son oppresseur qui fait comment? C'est-à-dire que vous pouvez être en même temps son bourreau, et en même temps être son ami, en même temps être son frère. Donc vous êtes en même temps son bourreau, son frère, son ami. C'est-à-dire, à un moment donné, la frontière entre l'oppression et une relation, parlons comme ça, une relation rationnelle, oui, n'existe plus. Il n'y a plus de frontières. L'oppression égale la relation rationnelle égale la coopération. Donc on est dans quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. On ne peut même pas nommer ça. Donc, c'est pour ça que Macron parle comme ça. Vous voulez qu'on vienne s'expliquer pourquoi vous n'aimez pas la France? C'est quel débat ça? Est-ce qu'on pose des questions comme ça, en plein 21e siècle, à des peuples? Est-ce que vous aimez la France? C'est quel rapport ça? C'est quelle question d'abord? C'est quel fondement? Si la base, ce n'est pas un mépris, à la limite raciste. C'est parce qu'il n'y a aucune considération pour les Africains du point de vue de la France officielle. C'est parce que si vous croyez que s'il y avait une considération, si Macron nous considérait comme les êtres humains, il nous aurait fait ces pitiéries-là. Il n'oserait pas. Il ne peut pas parler comme ça. Sur terre, Macron peut oser faire sa folie-là avec un peuple. Il ne peut pas parler comme ça aux Allemands. Il ne peut pas parler comme ça aux Chinois. Il ne peut pas parler comme ça aux Indiens. Il ne peut pas oser parler comme ça même aux Turcs. Il ne peut pas. Il ne peut pas essayer. Il ne peut pas. Il n'y a qu'en Afrique où il peut s'asseoir, faire ce qu'il est en train de faire là. Faire ces grimaces de quelqu'un qui n'est ni homme ni... Je ne sais même pas comment le qualifier. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de mon point de vue. C'est... Comment est-ce qu'en plein 21e siècle, un président parle comme ça aux Africains et d'autres Africains sortent pour répondre comme fait justement le professeur Mamadou Koulibaly, justifier que non, je n'aime pas. Comment on peut dire que j'aime la France marcher et qu'on sort? Pourquoi on n'a pas le droit de haïr la France? Pourquoi on n'a pas ce droit de haïr la France? On a le droit de haïr la France. La haine, c'est un sentiment humain. Et le vrai débat, c'est de savoir pourquoi quelqu'un peut haïr quelqu'un. Parce qu'un homme normal ne peut pas haïr quelqu'un pour rien. Je dis un homme normal. Oui. Donc si un homme normal haït quelqu'un, il faut chercher pourquoi il haït la personne. Les Africains ont le droit de haïr la France. Parce que la France est un pays haïssable à tout point de vue. On regarde ce que la France fait en Afrique. Donc, de quoi est-ce qu'on parle même? Les Africains sont même nous sommes trop pacifiques. On est trop pacifiques. On est trop pacifiques. Donc c'est un faux débat. Macron est en train de piéger les Africains. Il veut renverser une situation que la France... sur lesquels la France a perdu tout contrôle. La France, depuis 50, 60 ans, à travers les systèmes criminels qu'elle a mis en place à la suite des indépendances,
tous les mécanismes criminels qui visaient à faire des Africains des hommes sans mémoire, c'est-à-dire des sous-hommes. Elle a mis en place un système de contrôle des États, contrôle des individus. Parce que les naïfs croient que ce sont les États africains qui contrôlent leur peuple. Mais ça me fait rire. Les systèmes français de contrôle des êtres humains sont terribles en Afrique. En dehors du contrôle politique qu'elle a établi, en créant des États néocoloniaux, dont la mission était de réprimer les peuples, et c'est la France qui instruisait ces États dans la répression, c'est elle qui formait les dirigeants dans la répression, mais la France a organisé un contrôle corps à corps, à travers des réseaux sectaires, les sectes ésotériques, des initiations les plus obscurantistes que le monde ait connues, où on exerce un contrôle individuel sur les êtres humains, et quand vous n'êtes pas dans leur secte, on utilise l'école, les différents stades de l'école jusqu'à l'université, pour exercer un contrôle sévère sur vous. Tout ce que vous écrivez, c'est contrôlé. Si vous écrivez une thèse qui peut nuire à la France, ça ne passe pas. C'est-à-dire, chaque virgule est contrôlée. Donc, à travers des religions, des pratiques religieuses moyenâgeuses, qui n'ont aucun rapport avec nos défis, n'est-ce pas? Les Français ont mis en place un contrôle politique, culturel, économique, social, spirituel et géopolitique en Afrique, qui les a donc fait croire qu'ils étaient, comme on dit, ils étaient chez eux, ils étaient en territoire conquis. Ils sont donc surpris de voir que, à partir des années 2000, avec le mouvement panafricaniste, ils voient que tout ce qu'ils ont mis en place comme mécanisme n'a servi à rien. Parce que la balle a rebondi où ils ne s'entendaient pas. C'est-à-dire, ils se demandent que, comment un mouvement comme ça, que nous avons détruit dans les années 60, nous avons liquidé, avec tous les systèmes qu'on a mis en place pour contrôler ces gens, pour contrôler leurs dirigeants, contrôler leur vie. Mais comment se fait-il qu'un mouvement pareil émerge? Vous comprenez? Et M. Macron, qui est incapable, comme d'autres dirigeants français, de parler avec les Africains, parce qu'aucun président français peut discuter avec les Africains, avec un vrai Africain. Ils ont besoin de faux interlocuteurs. Ils fabriquent des faux interlocuteurs avec qui ils font semblant discuter. Ils ne peuvent pas débattre avec les Africains. Parce que notre rapport à la France, je suis désolé, c'est un rapport de guerre. Monsieur Ngo, c'est un rapport de guerre. Quand vous avez un ennemi historique, vous lui faites la guerre. C'est la guerre. Maintenant, comment on fait la guerre? C'est un autre débat. Mais il ne faut pas rêver. Nos relations avec la France, c'est des rapports de guerre. Il faudrait qu'un jour, quelqu'un tombe entre les deux. Et quand la France va savoir qu'elle n'est pas capable d'affronter les Africains, on aura de bonnes relations. Ce n'est pas trop dur. Je suis très modéré. Je suis dur par rapport à quoi? Je suis même très modéré. Pourquoi De Gaulle n'est pas laissé mettre à genoux devant Hitler? Pourquoi De Gaulle n'est pas laissé mettre à genoux devant Hitler? Vous savez ce que Hitler disait de Gaulle, que c'est un anti-allemand primaire. Donc De Gaulle, il a demandé à De Gaulle d'aimer l'Allemagne, d'aimer Hitler. Et De Gaulle a dit non. De Gaulle là, c'est assassin. Elle dit entrer dans l'histoire en France, pourquoi? Parce que on a organisé son histoire qu'il appelle résistance contre l'Allemagne. Oui. Et c'est pas le seul qui a dans l'histoire de la France. Pourquoi les colons anglais les Anglais sont pas les Américains sont pas allés se mettre à genoux devant les colons anglais, qui étaient même leurs frères? Ce sont les frères, même, ce sont les frères. Et des cousins. Pourquoi entre cousins, les Américains, cousins des Anglais, pour le prendre seulement ce cas, ne sont pas mis à genoux pour dire que vraiment, les Anglais ont dit, mais vous êtes des anti-Anglais. Votre guerre de libération de l'indépendance, c'est une guerre, vous êtes des anti-Anglais. Vous êtes des anti-Saxons. Vous haïssez les Anglais. Les Américains ont pris les armes, monsieur. Ce sont les armes qui ont aidé les Américains à se libérer de leurs cousins. De leurs cousins. Avec qui ils sont venus ensemble aux Amériques pour coloniser l'Amérique. Ils ont pris les armes. Mais quand c'est nous, la foi nous demande de nous taire, de les adorer, de bénir Dieu matin, midi, soir. D'avoir connu la France. Parce que, non, vous êtes gentil, non. Parce que la France prie les Africains. Parce que la France viole l'Afrique et viole les Africains tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures. La France nous demande de saluer, de dire merci. De faire comme Léomba. Vraiment, j'ai envie d'être méchant avec ce monsieur, mais il ne vit même plus Léomba. Papa de Gaulle, mon père de Gaulle. Ah, quand de Gaulle meurt, il pleure. Comme on a vu les IBK, les Yahi Boni. L'Ali Bongo, tous ces gens-là allaient pleurer à Paris quand il y avait eu des histoires qui arrivaient à Paris. Avec l'histoire du Charlie. Voilà, ils allaient pleurer que vraiment, ils pleuraient plus que les Français. Voilà le type d'Africains que les Français veulent. Mais je suis désolé, mon cher Ngo. Notre génération est consciente d'une chose. Nous sommes en guerre contre la France. C'est une guerre. Et si c'est nécessaire, s'il faut prendre les armes, on les prendra.
Nos prédécesseurs ont pris les armes. S'ils veulent qu'on prenne les armes, on les prendra. S'ils veulent qu'on prenne les bombes, on les prendra, mon cher gosse. La situation que nous avons avec la France ne peut plus durer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut arrêter de faire le cinéma. C'est quand Mamadou Koulibaly là, c'est la politique de bas niveau. C'est un grand professeur, je le respecte. Mais là, la politique de bas niveau, on n'a pas à expliquer à un enfant comme Macron, qui va faire la différence entre un être humain et un animal, pourquoi est-ce qu'on veut la France. On n'a pas à expliquer devant M. Macron ce qu'on pense de la France. Vous comprenez? Je considère la France comme l'ennemi historique de mon peuple, de mon continent. Et je la traite comme telle, mon cher gosse, comme telle. Donc pour l'instant, on fait la guerre verbale, on fait la guerre psychologique, on fait la guerre politique, mais si les conditions l'exigent, s'il faut rentrer dans les maquis encore, on va rentrer prendre les armes. On vous a compris. Pour affronter ce pays. Et ce combat-là, la France ne la gagnera jamais. Président Banakani, du côté de la France, c'est quand même assez bizarre. On sait pertinemment, et d'ailleurs c'est un secret polichinelle, que la France est un pays raciste, mais ressent à l'intérieur de lui que sur le continent africain, il y a un sentiment anti-français. N'est-ce pas là un paradoxe? Ben, la France n'est pas à ce paradoxe près. Il faut appeler ça paradoxe. Mais ce sont c'est les contradictions qui travaillent un criminel. Vous savez, le criminel... tu sais, les Romains, les Romains, quand ils avaient envahi un pays, massacré les populations, quand le romain les saisissait, ils jetaient le sel. Ils jetaient le sel pour essayer de se soigner eux-mêmes. Oui. Vous comprenez? Mais ça ne réglait rien. C'était une espèce de geste initiatique, n'est-ce pas, pour essayer de guérir le traumatisme qui frappe le criminel. Parce que quand vous massacrez les peuples, vous les massacrez, nous sommes des humains. Bon, je parle des humains. Oui. Et il y a beaucoup de non-humains. Oui, on vous comprend. Il y a beaucoup de non-humains et on les voit agir, tous ces gens-là qui nous signent les lois bioéthiques en France, des gens comme les Macron, tous ces Bill Gates, ces gens-là. Il y a beaucoup de non-humains sur Terre. Mais des êtres humains normaux, chaque fois que l'impérialiste ou le colonisateur a détruit sa proie, pour réparer lui-même pour reparler sa mentalité qui est complètement détruite, il fait des rites expiatoires, il cherche le mot. Il se livre à des rites expiatoires. Il prend le sel, il jette sur l'endroit pour se guérir, il fait des choses bizarres. Oui. Comme Macron là. Là, on a plein rite expiatoire d'un type nouveau. C'est-à-dire ce discours de ce monsieur-là, qui parle comme ça aux Africains, c'est un rite expiatoire. Parce que Macron n'est pas normal. Comme tous les présidents, la France n'a eu aucun président normal. C'est très sérieux. Alors, on peut appeler De Gaulle le grand en France, mais tous les Africains savent que c'est un assassin. De Gaulle, c'est un assassin. Le temps viendra, on va juger De Gaulle. Même on va le juger à titre posthume. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas un être normal. Lorsque même votre peuple vous a chassé. Parce qu'on a fabriqué un aura de Gaulle, mais l'histoire va être restituée tout à l'heure. Tout à l'heure, Jean-Paul Blek en parlait. L'histoire sera restituée. Qui est vraiment De Gaulle? On va savoir comment... On en a parlé d'ailleurs ici lors du 27 août dernier. On a fabriqué ce monsieur, quand il va à Londres, on l'a fabriqué. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. Comment vous pouvez faire que M. De Gaulle, quand on l'a chassé, partout il était, quand les vichistes le pourchassaient, oui, il se retrouvait où? Au Cameroun, à Douala. Précisément à Douala. Maigre. Il était maigre, affamé, sans habillé en rayon. Pauvre. Il n'était rien, De Gaulle. Mais c'est ici qu'on l'a lavé, ce monsieur. On l'a habillé, on l'a nourri. On lui a donné de l'argent, on lui a fourni des troupes pour aller libérer la France. La France libre est née où? Au Cameroun. Oui. C'est écrit d'ailleurs encore. Hein, bon, vous trouvez que ce monsieur... Que la France libre est née au Cameroun. Bon, vous trouvez donc que vous avez affaire à un être équilibré, normal. Une fois que la France est libérée, ce qu'il nous fait à nous, c'est de nous imposer un système nazi. Vous croyez qu'un monsieur peut être tranquille dans sa vie, la nuit il fait des cauchemars, donc il faut qu'il fabrique constamment des rites expiatoires d'un genre nouveau, tous les jours, pour essayer d'être en paix. Parce que De Gaulle a toujours été hanté par le cauchemar qu'il a fabriqué en Afrique. D'où le système de Focard. Donc, il y avait deux États en France, l'État officiel et l'État de Focard. Or, Focard, c'était qui? L'homme de Gaulle. Or, qui est Focard? Un déréglé mental, un criminel, Focard. Tout le monde le sait. Pompidou, De Gaulle est parti. Pompidou, pareil. Giscard, pareil. Giscard, c'est un pauvre type qui a besoin d'argent. Il va en Centrafrique. Pourquoi vous m'arrêtez? Non, je vous suis. Non, je vous arrête pas. C'est un pauvre type qui va en Centrafrique. Bokassa lui dit, comme tu es pauvre, prends le diamant. Mais qu'est-ce qu'il fait à Bokassa? Il prend sa femme, il lui fait un enfant. Giscard, pareil. Je parle de Giscard. Ah, bien sûr. Il est normal, ce monsieur? Il est normal? Alors, il faut donc, chaque fois qu'ils font ça, il faut qu'ils inventent des rites expiatoires. C'est-à-dire qu'ils élaborent des discours, qu'ils créent des systèmes bizarres. Il faut qu'ils cannibalisent les présidents.
Parce que Giscard a fait un enfant, la femme de Bokassa, à Bokassa sur son dos, alors que Bokassa l'a dépanné avec le diamant. Parce que c'était un pauvre type, il a beau avoir un nom prestigieux, enfin, mais c'est un pauvre type, c'est un minable, à tout point de vue. Il lui fait un enfant sur le dos. Et pour justifier ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut que Paris dise que Bokassa mange la chair humaine. Donc, le discours sur le cannibalisme de Bokassa, c'est un rite expiatoire. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est un rite. Il faut que Bokassa mange la chair humaine pour que Giscard soit tranquille. Parce qu'il est hanté par le cauchemar de Bokassa. Il faut qu'on le déclare d'ailleurs qu'il mange la chair humaine, Très bien. ce n'est pas le cas. Vous comprenez ça? Donc, Oui. c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et quand Giscard est parti, qui est venu? Un autre malade mental, Mitterrand. Quelqu'un qui n'a pas de conviction politique, il est parti de l'extrême droite pour le trouver à gauche, pour être socialiste. On ne sait même pas où il était. C'est un criminel. Monsieur Mitterrand, si on prend seulement l'épisode de Sankara, mais il fallait bien justifier. Il fallait tenir un discours, un rite expiatoire. Après avoir tué Sankara, devenir le promoteur de la démocratie. La Baule, qui était un rite expiatoire à Mondovision. En 1990. Où Mitterrand était assis, le président africain était assis, il se livrait en cours sur la démocratie. Mais Mitterrand peut être un démocrate. Pourquoi? La mémoire de Sankara. La mémoire de son passé pétainiste. La mémoire de ses crimes en Afrique au temps d'indépendance, qu'elle était ministre des colonies, parce que les gens savent ça qui était Mitterrand. Des crimes. C'est Mitterrand qui a retourné au Fred Boigny. C'est Mitterrand qui a organisé la torture des patriotes africains. Mitterrand. Donc tout ça, pour que ça ne le poursuive pas, il doit se livrer à des rites expiatoires dans les discours et en s'assurant pour qu'en Afrique n'émerge pas les gens, n'émerge pas la vérité historique. Pourquoi voulez-vous qu'un pays comme la France, qui a massacré Moumier, si on pense moi le cas de Moumier, William Bechtel, un colonel, il s'appelle colonel Bechtel, c'était un colonel de l'armée française. Oui. Flagrant délit de crime, mais on l'a protégé. Mais un État qui fait ça doit être constamment en train de faire des rites expiatoires pour gérer son traumatisme, pour gérer cette relation en fait qui est ingérable. C'est ça la vérité, c'est pas gérable. Donc pour gérer ça, il faut être anormal, il faut te mettre sur un piédestal d'anormalité. Donc la France n'a jamais été dirigée par les gens normaux. Bon alors, après Mitterrand, vous savez qui est venu, non? Jacques Chirac. Sans commentaire. Donc, lui au moins il s'est ressaisi. Vous savez, quand il s'est ressaisi, pour guérir de son traumatisme, quand il a avoué que nous pillons l'Afrique, sans l'Afrique nous ne sommes rien, on a dit que la maladie de père qui saute. Vous avez oublié? On n'a pas oublié. Hein? On ne l'a pas oublié. On en a Très parlé bien, d'ailleurs sur plusieurs oui, mais la plateaux. démonstration, histoire de faire une démonstration, hein, logique qui est claire. Donc vous voyez que dès que Chirac a voulu devenir normal, on l'a rendu anormal. Et dès qu'il a dit ça, on l'a enlevé de la scène publique. On a dit qu'il est malade. Parce qu'il a dit la vérité. Et après Chirac, le plus malade, Sarkozy. C'est-à-dire, comment un pays peut mettre élire comme président Sarkozy? Bon, vous avez vu, bon, lui là, il est tellement malade, c'est-à-dire, il est tellement déséquilibré, il est tellement troublé, que lui, il va de délit en délit. Non seulement lui, il tue en direct, c'est-à-dire que lui, il tue en direct, De Gaulle tue en cachette. Et il déclare une fois que personne ne l'arrêtera. Il tue en direct et il dit, je suis fier d'avoir tué en direct, mais il vient de sortir. Tous les jours, il insulte les Africains en France. Il a fait une dernière sortie, il a qualifié de singe. Vous voulez pas, ça fait pas un mois. Non, on est au courant, ne vous inquiétez pas. Alors, M. Macron a dit un mot. Jusque-là, on n'a rien entendu. Parce que je vous dis que chacun doit se livrer à son rite expiatoire. Alors, après Sarkozy, celui-là, on ne sait pas comment on peut le qualifier. Moi, j'ai de la peine à le qualifier. Il a marié sa grand-mère, c'est normal. C'est-à-dire qu'il est le plus petit de sa famille. Et il dit même qu'il a le petit-fils. Hein. Il dit ça, il a le petit-fils. Bien sûr. Bon, on ne sait pas quand il les a fait. Mais comment? Donc, voilà un monsieur qui vient. Lui aussi commence d'abord à insulter tout à Mondovision. En Afrique, sur la terre africaine, il vous dit, vous avez un problème, vos femmes font trop d'enfants. Bon, il est normal. Quand nous faisons le constat qu'il n'est pas normal, on dit que vous êtes violent. Vous n'êtes pas poli. Vous n'êtes pas les diplomates. Monsieur, vous venez vous parler à un continent, sur la terre africaine. Vous dites aux gens que votre problème, c'est que vos femmes font 8 enfants. C'est ça votre problème. Arrêtez d'accoucher. Monsieur Macron. Mais avant même de dire ça, plus grave encore, c'est-à-dire, c'est le monsieur, oh bon Dieu, et ce monsieur vient s'asseoir pour nous dire, de nous expliquer sur le sentiment anti-français. Ce discours-là qu'il tient, c'est un rite expiatoire pour gérer la crise morale qui le massacre à l'intérieur. Il ne peut pas être équilibré, ce monsieur, mon cher gosse. Donc, quand j'ai rappelé cette maladie qui travaille tous les présidents français, pourquoi je dis et je répète, la France ne peut pas dialoguer avec les Africains. Que les gens arrêtent de rêver.
pour que la France dialogue avec les Africains, il faut qu'elle fabrique des Ouattara, des faux interlocuteurs. Parce que le franc CFA est né comment? Quand on crée le franc CFA, la France est assise avec la France. C'est 3 Français, 2 Français envoyés de la métropole et un autre qui était en face. Ils ont signé, ils ont dit, l'autre Français a signé au nom de l'Afrique. Quand vous voyez l'acte fondateur du franc CFA, c'est 3 Français qui ont signé. Et on dit que l'autre Français a signé en notre nom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, pour ne plus donc faire ça, il faut créer des faux interlocuteurs dans l'histoire. Toujours créer des faux interlocuteurs. Donc, c'est pour ça que le débat sur la responsabilité du président, j'ai toujours dit aux gens, et il y a des polémiques là-dessus, on dit, ok, le président américain soutient les dictateurs. Comme si le dictateur, c'est un argument. Il y a des gens qui parlent de quoi? Mettez-vous à la place du président. Je dis, même Ouattara, que nous combattons là, je le comprends. Il y a des moments où je sais très bien ce qui s'est passé. Derrière Ouattara, il y a qui? Pourquoi que Ouattara pouvait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire sans Sarkozy? C'est possible, mais quel est ce procès qu'on va faire? On dédouane Sarkozy. Il faut également rappeler que Sarkozy est conseiller du chef de l'État. Je vous dis que est-ce que Ouattara pouvait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire sans Sarkozy? Sarkozy avait allé jusqu'à arrêter Gbagbo au palais. Ils sont entrés au palais pour sortir le président. Et après, ils les ont donné aux rebelles. Ça veut dire que les rebelles, les Soro, n'étaient même pas capables de faire 2 jours avec la meilleure des milieux de la Côte d'Ivoire. De quoi est-ce qu'on parle? Donc je dis que même la personne de Ouattara, que nous considérons comme la plus grande catastrophe, et on expliquait pourquoi, même jusqu'à là, quand vous allez regarder au fond, vous allez voir que derrière, il y a toujours quelqu'un. Il y a la communauté internationale. Et la France. Autoproclamée. Donc, je reviens tout à l'heure au discours du professeur Koulibaly, pour qui j'ai du respect, je le précise. Comment les Africains peuvent dire que la France est un pays où il y a les droits de l'homme? Même si vous faites de la politique, vous ne pouvez pas dire ça. Que c'est le pays où il y a la démocratie. On respecte la dignité des gens en France. On ne peut pas dire ça. Ça, quel fondement scientifique un pareil discours? Ça, quel fondement un pareil discours? Comment je peux me proclamer défenseur d'une démarche universaliste, parlons comme ça. Parce que la France dit partie de l'universel. C'est ce que la France dit. Que bon, ok, ça veut dire que les droits de l'homme sont valables partout. Mais comment je peux le dire quand je considère que les droits de l'homme sont respectés chez moi, pas plus formalisme en passant, mais c'est pas ça le débat. Mais quand je vais hors de mon pays, je massacre ces droits. Je dénie à des semblables le statut d'humain. Et vous osez faire croire que ces gens-là ont cru un seul jour que les droits de l'homme sont réels, existent, dans l'histoire de l'Europe. Où est-ce qu'on a respecté les droits de l'homme un seul jour dans l'histoire de l'Europe? Depuis le berceau gréco-latin jusqu'à aujourd'hui, comme dit, faites un débat dessus, que les gens viennent débattre dessus, comme me montre un seul jour dans l'histoire de l'Europe où c'était respecté. Si vous croyez que respecter les droits de l'homme, c'est les déclarer, c'est de formaliser comme tel. Mais en niant la dialectique qu'il y a entre le vécu de ces droits en Europe et le fait que ce sont des pays qui sont fondamentalement, essentiellement impérialistes. Un État impérialiste ne peut pas en même temps dire qu'il défend les droits de l'homme. C'est une contradiction pas possible. Donc on ne peut pas dire qu'en France, il y a la dignité. Il n'y a jamais eu de dignité là-bas dans ces pays-là. Aujourd'hui, les peuples le découvrent aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que pour que des nations s'asseyent et délibèrent, mon cher, délibèrent, ça veut dire ils délibèrent, ils réfléchissent et aboutissent comme résultat de leur réflexion la programmation de l'extinction humaine. Vous appelez ça démocratie? Ils ont été un jour de démocratie. Quel est le continent dans l'histoire qui, pour survivre et vivre, a élaboré et a posé comme concept opératoire l'extermination de l'humanité? C'est l'Occident. Et les Africains osent nous dire que c'est le droit de l'homme. Non, que c'est les pays démocratiques. Leurs valeurs sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont été respectés sur un seul continent, c'est l'Afrique. Allez lire votre histoire. Allez lire votre histoire. Parce que quand vous avez une théorie de la vie, c'est sur le continent africain. Et les cosmogonies africains sont une théorie de la vie. Quand vous avez une théorie de la vie, de manière indiscutable, vous débouchez sur la célébration des droits de l'homme. Alors là, on ne dit pas, on vit ça. On vit. Mais là-bas, on proclame pour tuer ça. Mon cher Jocelyn. Donc, je termine avec Alors, nous parlons. Il y a un discours en France, en Europe. Il faut bien suivre. Tout à l'heure, M. Belek a convoqué des noms. Prenez ça au sérieux. Il y a un discours aujourd'hui en France qui vise, qui fait la promotion du retour de l'Empire français. Et c'est publiquement dit sur les plateaux de télé. Zemmour le dit. Bernard-Henri Lévy, philosophe criminel, le dit. Qu'il faut que la France redevienne un empire. Alors dites-moi,
Quand on dit que la France va devenir un empire, il va aller faire l'empire ou en Chine, il va aller faire l'empire ou en Inde, ou c'est qu'on est en train de dire que nous recolonisons brutalement les Africains. C'est ça que ça veut dire. Et c'est dans un contexte qu'un président parle comme ça. Donc le fondement rationnel du sentiment, ce que Macron appelle sentiment anti-français, parce que moi je ne prends pas les propos d'un malade mental. Donc ce qu'il appelle sentiment anti-français, le fondement c'est quoi? C'est que les gens viennent chez vous, ils vous assassinent, ils vous démolissent, ils vous violent, ils vous détruisent, et créent des conditions pour que ce crime-là qu'ils ont commis sur vous, vous oubliez, et que vous passez le temps à embrasser votre bourreau. Vous comprenez? Quand on fait ça en psychologie, oui. Vous comprenez, Freud l'a démontré, quand vous faites ça quelque part, la réponse mécanique, hein, c'est quoi? C'est que vous avez le contrôle de ce que vous souhaitez. C'est comme si vous comprimez quelque chose. Ça sort en... On a le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que ça sort, quand vous comprenez quelque chose, vous comprenez quelque chose, ça explose, c'est l'explosion. Donc, si le sentiment français, si je reprends son mot, qui crée ça, c'est la France qui crée directement le sentiment anti-français, pour prendre des expressions de ce voyou. C'est la France qui crée le sentiment anti-français. Vous comprenez? Parce que il ne peut pas avoir autre chose en Afrique qu'un sentiment anti-français. Si je reprends ces propos, mais c'est la lutte contre